Dans le tourbillon scintillant du show-business, où les amitiés naissent et s'effacent sous les projecteurs, certaines connexions défient le temps, les étiquettes et les attentes. Le lien entre Diana Ross et Michael Jackson était de cette trempe, un mélange rare d'admiration, de tendresse et de mystère, si profond qu'il semblait presque mystique, échappant aux définitions ordinaires. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Tout commence avec un jeune Michael, un garçon timide et nerveux, catapulté vers une célébrité vertigineuse, cherchant un ancrage dans un monde qui le dépassait. Diana, elle, était déjà une reine, une étoile éblouissante de Motown, une femme dont la grâce et le charisme captivaient le monde. Pendant des décennies, elle garda le silence sur l'intensité de la dévotion que Michael lui portait, sur ses mots où il la nommait mère, sœur et amante à la fois, sur son absence après son mariage, et sur son nom inscrit dans son testament. Mais aujourd'hui, à 81 ans, en 2025, Diana Ross parle enfin. Avec une sincérité désarmante, loin des caméras et des gros titres, elle révèle ce qui s'est vraiment passé entre eux, une vérité qui éclaire d'un jour nouveau l'une des relations les plus énigmatiques de l'histoire de la musique. En 1969, Michael Jackson n'a que 9 ans, un âge où l'innocence devrait encore prédominer, mais où les exigences impitoyables du show-business commencent déjà à le façonner. Il est le plus jeune des Jackson 5, un groupe familial naissant de Gary, Indiana, une ville industrielle où les rêves de gloire semblent aussi lointains que les étoiles d'Hollywood. Gary est un lieu de lutte et d'espoir modeste, où les cheminées d'usines crachent de la fumée et où les familles ouvrières, comme les Jackson, s'accrochent à la promesse d'un avenir meilleur. Michael grandit dans une maison exiguë, entouré de ses 8 frères et sœurs, sous l'autorité stricte de leur père, Joe Jackson, un homme dont la discipline frôle parfois la cruauté. Joe, ancien ouvrier d'aciérie et musicien raté, voit dans ses fils une chance de sortir de la pauvreté, et il les pousse sans relâche, imposant des répétitions interminables, des performances sans faille, transformant leur enfance en une quête incessante de perfection. Les Jackson 5, avec leurs harmonies impeccables et leur énergie juvénile, attirent l'attention de Motown Records, le label mythique de Détroit qui a déjà transformé des talents afro-américains en superstars mondiales. Sous la direction visionnaire de Berry Gordy, Motown n'est pas seulement une maison de disques, c'est une machine à rêve, un empire musical qui brise les barrières raciales avec des hits comme ceux des Temptations ou de Stevie Wonder. Michael, avec sa voix cristalline et son charisme précoce, devient rapidement le cœur des Jackson 5, celui qui capte tous les regards. Mais derrière son sourire éclatant, il porte le poids d'une enfance volée, d'un père exigeant et d'une industrie qui dévore les jeunes talents. À seulement 9 ans, il est déjà une star en devenir, mais il est aussi un enfant vulnérable, cherchant un guide, une figure qui puisse l'aider à naviguer dans ce monde intimidant. C'est là qu'entre en scène Diana Ross, une femme qui, à 25 ans, incarne tout ce que Michael aspire à devenir. En 1969, Diana est une reine incontestée. Après une décennie avec les Suprêmes, ce trio légendaire qui a enchaîné les succès comme Where Did Our Love Go, Baby Love et Stop. In the Name of Love, elle s'apprête à voler de ses propres ailes en tant qu'artiste solo. Son timbre velouté, sa présence magnétique et son élégance naturelle en font l'icône parfaite de Motown, une femme qui transcende les frontières de la musique pour devenir un symbole de glamour et de résilience. Proche de Berry Gordy, qu'elle considère comme un mentor et un ami, Diana est plus qu'une chanteuse. Elle est une vision, une représentation de ce que le talent noir peut accomplir dans un monde encore marqué par la ségrégation. Elle maîtrise chaque détail de son image, de ses tenues scintillantes à ses réponses posées en interview, et elle sait comment captiver un public, que ce soit sur scène ou à l'écran. Techniquement, c'est Berry Gordy qui signe les Jackson 5 après avoir visionné une performance filmée envoyée par Bobby Taylor, un artiste du label. Mais Michael, avec son imagination d'enfant et son besoin de romantisme, raconte une autre histoire, plus personnelle, plus poétique. Il affirme que c'est Diana qui les a découverts, lors d'une audition impromptue, comme si elle avait été leur ange gardien, les arrachant à l'obscurité de Gary pour les propulser sous les projecteurs. Ce récit, bien que romancé, est adopté par Motown pour des raisons marketing. Leur premier album, sorti en 1969, s'intitule Diana Ross présents The Jackson 5, un titre qui capitalise sur la renommée de Diana pour booster les ventes. Pour Michael, ce n'est pas une simple stratégie commerciale. C'est sa vérité intime, une façon de lier son destin à celui de Diana dès les premiers pas de sa carrière. À ses yeux, elle ne le présente pas seulement au monde, elle le sauve, lui offrant un modèle de grâce et de puissance dans une industrie souvent cruelle envers les enfants stars. Leur lien se forge rapidement, comme une étincelle qui allume un feu inextinguible.
Lorsque les Jackson s'installent à Los Angeles, la ville des rêves où les étoiles naissent et s'éteignent en un instant, Michael trouve refuge chez Diana, dans sa maison perchée sur les Hollywood Hills. Cette demeure, un havre de luxe avec vue sur les lumières scintillantes de la Cité des Anges, devient un sanctuaire pour lui. Ces visites ne sont pas de simples escapades, elles sont des leçons de vie, des moments où Michael, encore adolescent, absorbe chaque détail du quotidien de Diana. Il l'observe avec une fascination presque obsessionnelle, étudiant son sens du détail, la manière dont elle répète chaque mouvement jusqu'à la perfection, ses réponses réfléchies en interview, sa capacité à ajuster la lumière et les angles sur un plateau pour sublimer sa présence. Elle est un modèle vivant de ce qu'il aspire à devenir, une star qui commande le respect, non seulement par son talent, mais par sa maîtrise absolue de son image. Michael apprend d'elle à sourire pour la caméra, à occuper une scène avec assurance, à transformer sa timidité en une force magnétique. Diana m'a appris à être une star, confiera-t-il plus tard. Elle m'a montré comment transformer la vulnérabilité en quelque chose de beau. Ces moments passés ensemble, dans l'intimité de sa maison, sont des parenthèses précieuses dans la vie chaotique de Michael. Loin des répétitions harassantes et des attentes écrasantes de son père, il trouve en Diana une figure maternelle, une grande sœur, et peut-être quelque chose de plus indéfinissable. Elle l'écoute, le conseille, lui offre un espace où il peut être lui-même, sans les masques imposés par la célébrité. Ces visites deviennent des rituels, des instants où Michael, encore enfant, commence à rêver d'un avenir où il pourrait briller comme elle. En 1971, Michael, à seulement 13 ans, entame sa carrière solo tout en continuant à se produire avec les Jackson 5, un équilibre précaire entre loyauté familiale et ambition personnelle. Sa première prestation télévisée en solo est un moment clé, et elle ne se fait pas dans une émission dédiée à son groupe, mais dans Diana, l'émission spéciale de Primetime de Diana Ross. Là, il chante Got to Be There, une ballade douce et mélancolique qui marque son entrée dans l'âge adulte musical. Avec une assurance impressionnante pour son âge, il danse et captive le public, mais ce que les spectateurs ne voient pas, c'est le travail en coulisses. Diana l'a préparé avec une douceur presque maternelle, répétant chaque pas, corrigeant ses intonations, lui insufflant la confiance nécessaire pour briller seule sous les projecteurs. Lors d'interviews cette année-là, Diana parle de lui avec chaleur, « Michael m'admire tellement, alors j'essaie d'être un bon exemple ». La presse adore cette narrative, une diva confiante guidant un jeune prodige timide vers la lumière, une histoire qui vend des disques et humanise les stars. Mais derrière les portes closes, les sentiments de Michael vont au-delà de l'admiration fraternelle. Il la suit avec une intensité qui dépasse la simple gratitude, mémorisant ses gestes, sa manière de parler, la façon dont elle tourne la tête sur scène pour captiver un public. Son frère aîné, Jermaine Jackson, dira plus tard, Michael vénérait Diana. Elle était plus qu'une amie ou une mentor, elle incarnait tout ce qu'il désirait, beauté, talent, indépendance. À cette époque, il n'y a ni controverse ni spéculation publique, juste une connexion discrète et constante entre deux artistes, l'une au sommet de sa carrière, l'autre à l'aube de la sienne. Ce lien, profond et non dit, pose les bases d'une relation qui s'étendra sur des décennies, défiant les définitions traditionnelles et alimentant l'une des histoires les plus mystérieuses de la musique moderne. En 1978, leur relation prend une nouvelle dimension avec The Wiz, un film ambitieux qui réinvente le Magicien d'Oz avec une distribution entièrement afro-américaine, une célébration vibrante de la culture noire à travers des chansons entraînantes et des décors féeriques. Pour Michael, alors âgé de 20 ans, c'est son premier rôle principal au cinéma, une chance de s'émanciper de l'ombre des Jackson 5 et d'explorer le jeu d'acteur, un domaine où il peut exprimer sa vulnérabilité sans les contraintes d'une performance musicale familiale. Il incarne l'épouvantail, un personnage attachant en quête de sagesse, un rôle qui résonne avec sa propre quête d'identité. Mais ce qui le motive vraiment, c'est la présence de Diana Ross, qui joue Dorothy, la jeune fille perdue cherchant son chemin vers la maison. Pour Michael, c'est l'opportunité de travailler quotidiennement avec elle, de partager non seulement des scènes, mais une routine intime pendant plusieurs mois. Le tournage se déroule à New York, une ville bouillonnante où les rêves se font et se brisent sous les néons. Michael choisit de louer un appartement modeste plutôt qu'un hôtel impersonnel, préférant un espace où il peut se sentir chez lui au milieu du chaos. À la surprise de l'équipe, Diana décide de vivre avec lui dans cet appartement, loin des regards indiscrets, sans manager ni entourage. Ce qui se passe derrière ces portes closes reste un mystère, un chapitre qu'aucun des deux n'évoquera jamais publiquement. Mais ceux qui les côtoient remarquent une complicité évidente, ils arrivent et repartent ensemble, dînent côte à côte, s'engagent dans de longues conversations après les prises,
comme si le monde extérieur s'effaçait en leur présence. Diana ne l'appelle pas Michael, elle l'appelle bébé, un surnom affectueux qui résonne comme une caresse dans l'air chargé de tensions créatives. Les murmures commencent en coulisses. Maquilleurs, techniciens lumière, assistants chuchotent que leur lien dépasse le professionnel. Leur intimité n'est pas ostentatoire, mais elle transparaît dans chaque regard échangé, chaque rire partagé. Pour Michael, cette période est décisive. Il n'est plus l'enfant prodige, il est un jeune homme en pleine transition, cherchant à se défaire de l'image d'innocence imposée par Motown. Diana lui offre une stabilité émotionnelle, un espace où il peut être vulnérable sans crainte de jugement. Pendant les pauses, il lui joue des démos inédites, des maquettes qui deviendront les joyaux de son album solo Off the Wall, sorti en 1979. Elle écoute attentivement, donne son avis, aide à peaufiner les paroles, transformant ces moments en instants de partage rares, loin des studios froids et des producteurs pressés. Ceux qui entourent Michael notent un changement subtil. Il devient plus introspectif, sourit moins face à la presse, mais semble plus serein en privé. Un ancien assistant du tournage confiera, c'était la première fois qu'on voyait Michael aimer sans jouer un rôle, sans les masques de la célébrité. Diana, de son côté, garde une distance professionnelle en public, mais en privé, elle veille sur lui comme une grande sœur protectrice, ou peut-être plus. Leur lien dépasse le réconfort, il est ancré dans une admiration mutuelle, une compréhension profonde des sacrifices que demande la gloire. The Wiz n'est pas un triomphe commercial, critiqué pour son budget exorbitant et son exécution chaotique, mais pour Michael et Diana, c'est un chapitre intime, un moment où leur relation s'approfondit loin des yeux du monde. En 1982, Michael Jackson est sur le point de devenir l'artiste le plus célèbre de la planète. Il vient de terminer Thriller, un album qui pulvérisera tous les records, vendant plus de 70 millions d'exemplaires et redéfinissant la musique pop pour des générations. Le petit garçon timide qui se tenait autrefois dans l'ombre de Diana trace désormais sa propre voix, mais une vérité intime continue de le hanter. Lors d'une interview pour Ebony cette année-là, un journaliste, s'attendant à des réponses évasives, lui pose une question anodine, « Qui est la femme idéale pour vous ?» Michael ne réfléchit pas, n'esquive pas. Il fixe l'enregistreur et déclare, « C'est Diana Ross, je l'aime. » Le silence qui suit est lourd de surprise. Le journaliste, déconcerté, pense à une plaisanterie, mais Michael est sérieux, ajoutant que s'il pouvait épouser quelqu'un, ce serait elle. Cette déclaration fait l'effet d'une bombe. Les médias s'enflamment, certains y voyant une admiration adolescente, d'autres une stratégie pour promouvoir leur carrière. Mais ceux qui connaissent Michael savent que c'est sincère. Il est notoirement discret sur ses émotions, et s'exprimer ainsi révèle des sentiments profonds, anciens, authentiques. Diana, fidèle à sa retenue légendaire, ne commente pas. Elle ne confirme ni ne dément, comme si cette révélation appartenait à un espace privé qu'elle refuse d'exposer. La presse, curieusement, ne la relance pas avec insistance, comme si un accord tacite protégeait ce lien fragile. Ce silence en dit long, ce qu'il partage est trop précieux pour être disséqué sous les projecteurs. Jermaine Jackson, le frère aîné de Michael, confirmera plus tard ce que beaucoup soupçonnaient. Michael aimait Diana depuis des années, la considérant comme sa petite amie dans son cœur. Il devenait jaloux lorsqu'elle apparaissait au bras d'un autre homme, une émotion qu'il ne cachait pas à sa famille. Puis, en 1985, tout bascule. Diana annonce ses fiançailles avec Arne Næss Jr. Un magnate norvégien du transport maritime. Leur mariage, célébré en Suisse lors d'une cérémonie intime, marque un tournant. Michael est absent. Pas de cadeau, pas de message de félicitations. Lorsqu'on lui demande pourquoi, il répond avec une franchise déchirante, « J'étais jaloux parce que j'ai toujours aimé Diana Ross et je l'aimerai toujours. » Dans les semaines qui suivent, Michael se replie sur lui-même, annulant des séances en studio, évitant les interviews, comme si cette nouvelle avait creusé un vide en lui. Le monde voit une superstar au sommet, mais en coulisses, c'est un jeune homme de 27 ans confronté à la douleur d'un amour non réciproque. Cette souffrance ne vient pas seulement de la perte, elle vient du fait qu'il continue à l'aimer, sachant qu'elle ne sera jamais à lui. À partir de ce moment, Michael change. Il ne parle plus d'amour en public, ne mentionne plus Diana, même lorsqu'on l'interroge directement. Mais ce silence est éloquent, un bouclier pour protéger un sentiment trop pur pour être exposé. La musique devient son refuge, le seul espace où il peut exprimer ce qu'il tait ailleurs. En 1987, Michael sort Dirty Diana, une chanson brûlante qui dépeint une femme séductrice et manipulatrice, une groupie gravitant autour des stars. Le choix du prénom n'est pas anodin.
Pour ceux qui suivent Michael depuis ses débuts, c'est un signal clair, une confession codée. Le copyright de la chanson est déposé le jour exact du mariage de Diana avec Arne Nass Jr. Une coïncidence trop précise pour être fortuite. Selon Germaine et d'autres proches, Dirty Diana exprime une douleur longtemps contenue, non pas une colère contre Diana, mais la frustration d'une perte qu'il ne peut traduire en mots directs. Les paroles, chargées de tension et de désirs refoulés, parlent d'une femme qui hante ses nuits, une figure à la fois adorée et crainte. En 1991, Michael offre un contraste avec Remember the Time, une chanson douce, nostalgique, presque tendre, comme un murmure de regret. Dans son clip somptueux, il incarne un homme dans un palais égyptien ancien, tentant de séduire une reine intouchable, une métaphore évidente pour ceux qui connaissent son histoire. Germaine confirmera que la chanson est un hommage à Diana, un appel à raviver un passé partagé. Les paroles, avec leurs questions poignantes Do You Remember, résonnent comme une lettre d'amour non envoyée. Ces deux chansons, opposées dans leur ton aux l'une brûlante de passion contrariée, l'autre imprégnée de mélancolie, pointent vers la même femme, révélant les facettes complexes d'un sentiment qui a évolué au fil des ans. La musique devient le seul langage où Michael peut exprimer ce qu'il ne peut dire à voix haute. Il ne déclare plus son amour publiquement, mais chaque note, chaque mot porte l'écho de cette émotion, un amour qu'il garde précieusement en lui. Pour quiconque a aimé de loin, sans pouvoir posséder, la musique offre un refuge où cet amour peut exister librement. Pour Michael, elle est sa dernière lettre d'amour, celle que personne ne peut lui interdire d'écrire. En 2002, Michael met à jour son testament, un document qui reflète ses priorités intimes au milieu d'une vie chaotique marquée par les scandales et les pressions médiatiques. Parmi les clauses, un détail surprend. Si sa mère, Catherine Jackson, ne peut s'occuper de ses enfants Prince, Paris, Blanquet ou la tutrice légale désignée est Diana Ross. Pas un ami proche, pas un frère ou une sœur, pas même Debbie Rowe, la mère de 2 de ses enfants. C'est Diana, cette figure qui a traversé sa vie comme un fil d'or invisible. Ce choix n'étonne pas ceux qui comprennent Michael. Il lui fait une confiance absolue, non seulement pour garder ses secrets, mais pour protéger ses enfants avec la même tendresse qu'elle lui a offerte autrefois. Après la mort tragique de Michael en 2009, Diana publie une déclaration brève et émouvante « Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. C'est trop soudain et choquant. Mon cœur souffre. Je prie pour ses enfants et sa famille. » Elle ne passe pas à la télévision, n'accorde pas d'interview pour capitaliser sur le deuil collectif. Son absence aux funérailles alimente les rumeurs, mais son nom dans le testament parle pour elle, leur lien transcende les cérémonies publiques. En 2025, à 81 ans, Diana, toujours élégante et réservée, fête son anniversaire dans l'intimité. Lors d'une conversation familiale, elle brise son silence, Michael m'aimait d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer. À la question de savoir si elle l'a aimé en retour, elle répond avec une honnêteté calme, « J'ai eu une immense tendresse pour Michael, avec tout ce qu'une personne peut donner à une autre, mais l'aimer comme lui m'aimait. Je ne vais pas mentir là-dessus. » Elle admet que cet amour était trop lourd à porter, un sentiment qu'elle chérissait mais ne pouvait pleinement rendre. Leur histoire, des débuts à Motown, à leur cohabitation pendant The Wiz, aux confessions publiques, à l'absence de Michael au mariage de Diana, aux chansons codées, au testament, et à cette pièce silencieuse à Neverland ornée de photos de Diana, n'est pas une romance classique. C'est un lien rare, un amour pur et vulnérable qui a façonné 2 vies légendaires. Était-ce de l'amour ou quelque chose de plus complexe? Dites-le nous en commentaire, et si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir chaque semaine d'autres récits vrais.